Le fracas des flashs ressemblait à une décharge de tonnerre silencieux, et Javier Soler les absorbait, posant sa main avec suffisance sur le dos nu et drapé de soie de la femme à ses côtés. Elle s'appelait Ariadna, et elle n'était pas son épouse. Il était le roi de la Castellana ce soir, le maître de son univers madrilène, et elle était déjà sa reine élue. À l'autre bout de la ville, Elena Vargas Soler ajustait à la broche en diamant d'un collier ayant appartenu à sa famille depuis des générations, un sourire froid et déterminé affleurant sur ses lèvres. Elle savait exactement où se trouvait son mari, et avec qui. Ce que Javier ignorait, c'est que l'empire dont il se pavanait n'avait jamais été le sien au départ, et la femme qu'il avait méprisée était sur le point de réclamer son royaume face au monde entier. Chapitre 1. Le piège de soie. Le penthouse des Soliers sur le Paseo de la Castellana était un monument au succès, un témoignage silencieux de l'ambition de Javier. Ses baies vitrées du sol au plafond offraient une vue à vol d'oiseau sur Madrid, un royaume immense de lumière brillante que Javier, lors de nuits comme celle-ci, sentait posséder. L'air était stérile, climatisé à 22 degrés parfaits, et sentait légèrement l'huile de citron et l'autosatisfaction de Javier. Pour Elena Vargas Soler, cependant, il sentait la solitude. Pendant 10 ans, elle avait été l'épouse parfaite. Elle avait transformé son foyer en un article pour Architectural Digest Espagne, organisé des dîners impeccables pour les membres du conseil d'administration, et était restée souriante aux côtés de Javier pendant qu'il acceptait des prix en tant que titan de l'industrie. Il était le PDG de Vargas & Soler Corporation, VNS Corp, un vaste conglomérat spécialisé dans l'immobilier de luxe et les investissements technologiques. Il était le visage public, le négociateur charismatique. Elle était l'associée silencieuse, l'accessoire élégant, ou du moins, c'était ainsi qu'il la voyait. L'illusion s'était effilochée au fil des ans, les fils de soie de leur mariage se brisant un par un. Cela avait commencé par les nuits qu'il justifiait par des signatures de contrats, les appels qu'il prenait dans une autre pièce, sa voix descendant à un murmure complice. Cela s'était amplifié avec la cruauté gratuite, la façon dont il la corrigeait devant des amis ou se moquait du diplôme de littérature qu'elle avait obtenu avant leur rencontre. « Mon Elena », disait-il avec un rire condescendant, « elle vit dans un monde de poésie et de contes de fées. Moi, je gère le monde réel. » Ce soir, le dernier fil était sur le point de rompre. Le gala des bienfaiteurs de la Fondation du Prado était le joyau de la couronne de la saison sociale madrilène. C'était un événement parrainé en grande partie par VNS Corp. C'était la seule nuit de l'année où Javier était censé briller davantage avec sa belle épouse à son bras. Il était entré dans son dressing environ 1 heure auparavant, sans même prendre la peine de desserrer sa cravate Tom Ford, qu'il avait nouée avec aisance. Il sentait la colonie coûteuse et un mensonge qu'il n'avait même pas pris la peine de construire correctement. « Chérie » commença-t-il, le diminutif sonnant comme une insulte. Il y a eu un changement de plan de dernière minute. Elena était assise à sa coiffeuse, la douce lueur des lumières du miroir éclairant la tranquille résignation dans ses yeux. Elle croisa son regard dans le reflet. « Oh, un investisseur, un énorme, de Dubaï. Il est nerveux. Il veut une rencontre personnelle ce soir. Je dois aller au gala seul, serrer des mains, le rassurer. Ce sont les affaires, tu comprends? » Il passa une main dans ses cheveux sombres et parfaitement coiffés. « C'est d'un ennui horrible. Tu détesterais ça. Il vaut mieux que tu restes à la maison. Relaxe-toi. Lis l'un de tes livres. »
Les doigts d'Helena se crispèrent autour d'une brosse à dos d'argent. Pendant une décennie, elle avait accepté ses excuses bon marché. Elle avait avalé sa fierté, calmé ses soupçons et joué le rôle de l'épouse compréhensive et solidaire. Elle l'avait fait parce qu'elle aimait l'homme qu'il fut autrefois, ou l'homme qu'elle pensait qu'il était. L'homme charmant et ambitieux qui l'avait courtisé sans relâche, jurant de l'aimer pour son esprit et sa force tranquille, pas seulement pour le nom Vargas. Mais cet homme était parti, remplacé par cet étranger arrogant qui pensait qu'elle était idiote. Elle se détourna du miroir pour lui faire face, forçant un sourire placide. « Bien sûr, Javier, je comprends parfaitement. » Les affaires passent avant tout. Il raya de soulagement, de manière palpable. Il ne vit pas la glace se former dans ses yeux bleus. Il ne vit que sa mission. « C'est ma fille. Je savais que tu comprendrais. » Il se pencha et embrassa sa joue, un baiser sec et méprisant. « Ne m'attends pas. » Et sur ce, il partit. La lourde porte en chêne de son dressing se ferma avec un clic, et le silence qui suivit fut assourdissant. Helena se leva, ses mouvements fluides et délibérés. Elle marcha vers la fenêtre, observant le fleuve de taxis jaunes et de voitures noires qui coulaient entre les canyons de béton. Il pensait qu'elle était idiote. Il pensait qu'elle était faible. Il pensait qu'elle n'était qu'un autre de ses actifs, une belle propriété logée dans son penthouse. Il avait oublié qui elle était. Il avait oublié qu'avant d'être une Soler, elle était une Vargas. Et les Vargas ne construisent pas d'empire en étant idiotes. Une seule larme froide traça un chemin sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de rage. La cage, aussi dorée soit-elle, était devenue une prison. Et ce soir, elle n'allait pas seulement s'échapper. Elle allait la brûler jusqu'aux fondations. Elle prit son téléphone, son pouce flottant sur un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. Il était temps d'appeler l'architecte de tout l'héritage Vargas. La graine du soupçon avait été plantée il y a des mois. Une petite chose amère qu'Helena avait tenté d'ignorer. C'était un reçu, un simple morceau de papier tombé de la poche du manteau de Javier. Il provenait d'une petite boutique de lingerie ridiculement chère dans le quartier de Salamanca, appelée Flor Secreta. L'achat concernait un ensemble de soie et de dentelle d'une taille beaucoup plus petite que la sienne et une bouteille de parfum qu'elle n'utilisait pas. La date du reçu correspondait à une nuit où il avait prétendu être dans une négociation nocturne épuisante avec une firme de Tokyo. À ce moment-là, elle s'était convaincue que c'était un cadeau pour l'épouse d'un client, une courtoisie professionnelle. Il était plus facile de croire à un mensonge réconfortant que de faire face à une vérité dévastatrice. Mais après le départ de Javier pour le gala, le mensonge s'effondra. La froide certitude qu'elle ressentit n'était pas seulement de l'intuition. C'était une conclusion construite sur 100 autres petites trahisons. Elle alla dans son bureau, une pièce qui était davantage un sanctuaire pour lui-même qu'un bureau. Des diplômes, des prix et des couvertures de magazines encadrées, avec son visage, couvraient les murs d'acajou. Elle passa sa main sur son bureau froid et imposant, son esprit en ébullition. Il était arrogant, mais aussi négligent. L'arrogance engendre la négligence. Ses doigts trouvèrent une petite fente, presque invisible, sur la partie inférieure du bureau, un loquet caché. Il y a des années, il le lui avait montré, se vantant de son petit secret à la James Bond. À l'intérieur se trouvait un petit compartiment doublé de velours où il gardait une montre de rechange et quelques autres articles personnels. Et sous ceux-ci, un second téléphone.
Un téléphone jetable. Son cœur frappa contre ses côtes alors qu'elle l'allumait. Il était verrouillé, bien sûr. Mais l'ego de Javier était sa plus grande faiblesse. Elle essaya son anniversaire. Trop simple. Elle essaya la date de son prix de l'homme de l'année. Rien. Puis, elle essaya le symbole boursier de Vargas & Soler Corporation, VSC. Le téléphone se déverrouilla. L'ironie était si amère qu'elle faillit la faire rire. Le symbole de l'entreprise que sa famille avait construite était la clé pour déverrouiller sa tromperie. L'historique des messages était une chronique répugnante de sa liaison. La destinataire était enregistrée sous l'initiale A. « Je suis en route. Je porte la robe rouge. Seras-tu la seule que je verrai ce soir? Je ne peux pas attendre. Ce soir, tous verront qui est la vraie reine. Ah, au fait, est-ce que ta femme vient, Javier? S'il te plaît, je lui ai dit que j'avais une réunion d'affaires. Elle l'a cru, comme toujours. Elle sera à la maison, lisant ses vieux livres poussiéreux. » Le nom Ariadna Castro était apparu dans un texte antérieur, une confirmation pour une réservation de dîner. Ariadna était une cadre marketing junior de l'entreprise, connue davantage pour son ambition et son comportement coquet lors des fêtes de l'entreprise que pour sa finesse professionnelle. Elle était jeune, belle et complètement transparente dans ses objectifs. Les messages remontaient à des mois. Cadeaux luxueux, voyages secrets dans les Caraïbes, promesses d'un avenir ensemble, une fois que Javier aurait géré la situation avec sa femme. Il parlait d'Elena comme d'une formalité, une relique d'un accord commercial passé. Il avait réduit ses 10 ans de mariage à une obligation contractuelle qu'il avait hâte de terminer. La trahison personnelle fut un choc physique, lui coupant le souffle, mais alors qu'elle continuait de faire défiler les messages, un autre type de colère commença à bouillonner. Entremêlés aux messages sordides, il y avait des discussions sur l'entreprise. Javier vient d'hypothéquer la propriété de Séville pour la nouvelle acquisition. Le conseil est trop vieux et lent pour voir le génie. Il ne voit que le risque. Tu es un visionnaire, Javier. Il te freine. Une fois qu'Elena sera hors de vue, l'influence de sa famille sur le conseil disparaîtra. Je pourrai enfin diriger cette entreprise comme elle doit l'être. Plus besoin de regarder par-dessus mon épaule. Javier ne se contentait pas de la tromper. Il jouait avec l'héritage de sa famille. Vargas Industries avait été fondée par son grand-père et transformée en puissance par son père, Don Antonio Vargas. Elle avait été bâtie sur des principes de stabilité, d'intégrité et de vision à long terme. Les discours de Javier sur l'effet de levier et le risque étaient à l'opposé de tout ce que son père représentait. Il traitait l'entreprise comme son casino personnel. La douleur dans sa poitrine se cristallisa en quelque chose de dur et de tranchant. La résolution. Il ne s'agissait plus seulement d'un cœur brisé. Il s'agissait de sauver le travail de générations de l'ego imprudent de l'homme qu'elle avait jadis aimé. Elle remit le téléphone en place, l'essuyant de ses empreintes digitales. Elle marcha tranquillement vers son propre bureau, une pièce lumineuse et aérée remplie des livres que Javier méprisait tant. Elle ouvrit un tiroir de son bureau et sortit d'un épais dossier relié en cuir. Les documents à l'intérieur étaient vieux, le papier assoupli par l'âge. C'étaient des statuts constitutifs originaux de Vargas Industries et l'accord d'actionnaire de la fusion avec une firme plus petite pour devenir Vargas & Soler. Plus important encore, il contenait les documents de la fiducie familiale privée que son père avait établie il y a des années. Elle les avait lus d'innombrables fois, mais cette fois, elle les lut avec un regard neuf. Javier était le PDG. Il possédait des actions significatives, oui, un cadeau généreux après leur mariage, mais
il était par essence un employé, un gestionnaire puissant et très bien payé. L'intérêt majoritaire, un impressionnant 51% des actions avec droit de vote, n'était la propriété de son père, mais de la fiducie familiale Vargas. Et l'unique bénéficiaire et fiduciaire de cette fiducie, après avoir atteint ses 30 ans, il y a 5 ans, était devenue Elena Vargas Soler. Javier avait oublié cela. Ou peut-être, dans son arrogance, en était-il venu à croire son propre mythe, que lui, par la seule force de sa volonté, était le propriétaire majoritaire. Il s'était senti à l'aise en croyant qu'elle était passive et désintéressée par le monde réel. Il avait confondu sa nature tranquille avec de la faiblesse. C'était sur le point d'être l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Elle reprit le téléphone et composa le numéro sur lequel elle avait hésité plus tôt. Il sonna 3 fois avant qu'une voix familière et grave ne réponde. « Père, » dit Elena, sa propre voix ferme et claire, sans trahir son agitation intérieure. « J'ai besoin de ton aide. Je viens te voir. Tout de suite. » Le voyage en hélicoptère vers le nord fut un flou de lumière de la ville, laissant place aux banlieues sombres et endormies, puis au noir dense des forêts de l'intérieur. Elena s'en rendit à peine compte. Elle restait assise à fixer le vide, les messages accablants brûlant dans son esprit. Le whamp, 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 rythmique des pales du rotor, était un tambour de guerre, comptant les heures jusqu'à ce que sa vieille vie soit complètement démolie et qu'une nouvelle commence. Don Antonio Vargas s'était retiré du monde il y a une décennie, peu après le mariage d'Elena. Après une vie dédiée à bâtir un empire et un petit problème de santé qui avait servi d'avertissement, il s'était retiré dans un vaste domaine de la Sierra de Gredos. Il l'appelait le Bastion. C'était une forteresse de pierre et de verre, bâtie à flanc de montagne, accessible seulement par une route privée sinueuse ou par les airs. Il avait troqué les salles de conseil pour les bibliothèques et les cotations boursières pour les ruisseaux à truites. Il venait rarement en ville et n'interférait jamais dans le fonctionnement de l'entreprise qu'il avait transmise. Il avait fait confiance à Javier pour être un digne administrateur, tant de son entreprise que de sa fille. L'hélicoptère atterrit sur un héliport privé, éclairé par des balises à la lueur douce. Un homme à l'allure robuste, portant une veste en flanelle, attendait pour l'accompagner à la maison principale. L'air était frais et sentait le pain et la pierre froide. C'était un monde à part de l'air parfumé et pollué de Madrid. Antonio l'attendait dans son bureau. La pièce était vaste, avec un mur de livres de 2 étages d'un côté et une énorme cheminée en pierre de l'autre, où crépitait une bûche. Ce n'était pas le titan de l'industrie dont elle se souvenait de son enfance. L'âge avait adouci ses traits, et ses cheveux, jadis d'un noir de jais, étaient maintenant d'un argent distingué. Mais ses yeux, du même bleu perçant que les siens, étaient toujours aussi affûtés et intelligents. Il se leva quand elle entra, son expression mélange de préoccupation et de curiosité. « Elena, dit-il, sa voix un murmure grave. Tu es pâle. » Que s'est-il passé? Elle ne perdit pas de temps en civilité. Elle marcha vers le grand bureau en chêne au centre de la pièce et exposa ses preuves comme une procureure. Elle posa le téléphone jetable sur le bois poli. Elle avait pris des photos des messages clés et les avait imprimés. Puis, elle sortit les rapports financiers qu'elle avait demandés secrètement à son comptable personnel, soulignant les propriétés hypothéquées et les entreprises à haut risque que Javier avait entreprises sans la divulgation complète du conseil. « Javier a une liaison, dit-elle, sa voix dénuée d'émotion, avec une employée. Ce soir, il l'a emmenée au gala des bienfaiteurs. Il m'a menti et il m'humilie.
Je peux gérer cela. Mais il détruit aussi ton entreprise, père. Il joue avec notre héritage, l'utilisant comme sa tirelire personnelle pour financer son ego. » Antonio resta silencieux un long moment. Il prit les messages imprimés, le front plissé. Il lut les flatteries d'Ariadna et les renvois arrogants de Javier envers sa femme et le conseil. Puis, il passa au rapport financier, ses yeux scannant les chiffres avec l'aisance pratiquée d'un homme ayant passé sa vie à lire des bilans. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Le paisible retraité s'évanouit, et à sa place se trouvait le lion, qui avait dominé Wall Street et le marché espagnol pendant 40 ans. « Le garçon a toujours eu plus d'ambition que de bon sens, » dit Antonio, sa voix dangereusement calme. « Je pensais que tu le tempérerais. Je pensais que votre mariage le stabiliserait. »« Il pense que je suis idiote, » répliqua Elena, sa voix se brisant pour la première fois. « Il pense que je suis un objet décoratif sans compréhension du monde réel. Il a oublié d'où venait l'argent. Il a oublié de qui est le nom sur la porte. »« Non, » corrigea Antonio, son regard fixé sur le sien. « Il a oublié de qui était le nom sur la fiducie. Il a oublié qui détient le pouvoir. » Il marcha vers la fenêtre, fixant l'obscurité impénétrable de la nuit de montagne. « Quand ta mère est morte, j'ai promis que je te protégerais. Une partie de cela consistait à te laisser vivre ta propre vie, prendre tes propres décisions, même tes propres erreurs. J'ai pris du recul. Je lui ai donné de la corde, pensant qu'il construirait une échelle, pas une corde. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Il a manqué de respect à mon entreprise. Il a manqué de respect à mon héritage. Mais pire que tout, il a manqué de respect à ma fille. C'est une transgression que je ne tolérerai pas. » Le plan commença à se former dans cette pièce, près du feu crépitant, une stratégie conçue par 2 générations de génies Vargas. C'était audacieux, public et absolument implacable. C'était un plan conçu non seulement pour destituer Javier, mais pour anéantir sa réputation si complètement qu'il ne travaillerait plus jamais dans cette ville. « De quoi as-tu besoin que je fasse ?» demanda Elena, sa force revenant, fortifiée par la furie de son père. « D'abord, » dit Antonio, un sourire sombre touchant ses lèvres, « tu dois te changer. Cette robe est pour une victime. Tu vas à un couronnement, pas à des funérailles. Monte. Les robes de ta mère sont encore dans son armoire. Trouve celle qu'elle appelait son armure. » Pendant qu'Elena montait, Antonio passa 2 appels. Le premier fut pour Marcos Toro, l'avocat de la famille depuis 50 ans, un homme dont la loyauté envers les Vargas était absolue. Il lui ordonna de préparer une injonction judiciaire et les documents pour une réunion d'urgence du conseil d'administration. Le second appel fut pour le chef de la sécurité du Musée national du Prado, un homme qui devait à Antonio une faveur significative. 1 heure plus tard, Elena descendit le grand escalier. Elle avait trouvé la robe. C'était une robe de haute couture, en soie rouge carmin profond, que sa mère avait portée pour le palais de la Zarzuela il y a des années. Elle était élégante, puissante et absolument impressionnante. Avec ses cheveux relevés et les diamants Vargas à son cou, elle n'était plus l'épouse délaissée de Javier Soler. Elle était Elena Vargas, fille d'Antonio Vargas, et la véritable propriétaire d'un empire. Antonio la regarda, et un instant, le féroce homme d'affaires fut remplacé par un père fier. « Parfait, » expira-t-il. « Il ne saura pas ce qui l'a frappé. » Il offrit son bras. « Nous y allons, ma chère. Cela fait longtemps que je n'ai pas assisté à une fête. Je pense qu'il est temps de rappeler à la société madrilène qui sont les Vargas. » Chapitre 2. Le couronnement au Prado. Le salon principal du musée du Prado était une mer étincelante de pouvoir et d'influence.
Des lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, projetaient une lueur dorée sur l'élite de la ville. Des sénateurs côtoyaient des tech billionnaires et des artistes célèbres discutaient avec des ducs de la vieille société. L'air lui-même semblait vibrer de l'énergie collective de 1000 égaux, tous luttant pour l'attention, pour la validation, pour un moment sous les projecteurs. Et ce soir, les projecteurs appartenaient à Javier Soler. Il se tenait près de la base du grand escalier, une coupe de champagne dans une main, l'autre posée avec un air de propriétaire sur la taille d'Ariadna Castro. Elle était une vision dans une robe rouge audacieuse, celle qu'elle lui avait décrite par message. Elle était décolletée à l'avant et fendue haut sur la cuisse, un contraste cru et criard avec l'élégance classique et discrète d'Elena. Ariadna était le feu, bruyante et brillante, et Javier l'utilisait pour signaler sa propre virilité et son pouvoir. Il présidait l'Assemblée. Les gens gravitaient vers lui, attirés par la force magnétique de son succès. Il était le PDG de Vargas & Soler, le principal sponsor de la soirée et l'homme du moment. Il rit, un son profond et assuré, qui résonna dans la salle caverneuse. Il présenta Ariadna non pas comme sa maîtresse, mais avec un titre ambigu et soigneusement choisi. « C'est Ariadna Castro », annonça-t-il à un groupe d'admirateurs, incluant l'influente chroniqueuse mondaine, Béatrice Fajardo. « Ma brillante protégée, c'est l'avenir de notre division marketing, une véritable étoile montante. » Ariadna se pavanait sous la tension, son sourire large et prédateur. Elle regarda les visages autour d'elle, les Astorga, les Villanueva, les nouveaux titans de l'argent, et vit son propre reflet dans leurs yeux envieux. Elle avait réussi. Elle était sortie de l'ombre pour entrer au centre absolu du pouvoir. Elle était au bras de l'homme le plus important de la salle. L'épouse soumise et ennuyeuse n'était qu'un souvenir lointain, une note de bas de page dans l'histoire de sa glorieuse ascension. Les murmures la suivaient alors qu'il se déplaçait dans la salle. « N'est-il pas marié ?» murmura une femme derrière son éventail. « Avec la fille d'Antonio Vargas », répliqua sa compagne. « La discrète, terriblement fade, paraît-il. Eh bien, celle-ci n'est pas fade du tout. Regarde cette robe. On pourrait s'en servir comme fil dentaire. » Les commérages ne firent qu'alimenter l'arrogance de Javier. Il savourait le scandale. Cela le faisait se sentir viril, puissant. Un homme qui prenait ce qu'il voulait. Il croyait s'être si bien protégé au sein de l'entreprise. Il s'était rendu si indispensable qu'il était intouchable. Elena, avec sa nature aimable et son manque d'intérêt pour les affaires, ne représentait aucune menace. Le conseil était composé d'hommes plus âgés éblouis par les récents et risqués marges de profit de l'entreprise. Il était le roi, et ce gala était son bal de couronnement. Il capta le regard de Béatrice Fajardo, la chroniqueuse, qui l'observait d'un air astucieux et calculateur. Il lui adressa un clin d'œil complice. Il nourrissait la bête, créant lui-même le récit. L'histoire porterait sur le PDG dynamique et sa brillante nouvelle étoile, un passage de flambeau. « Monsieur Soler, » dit Béatrice, sa voix douce comme de la soie, mais tranchante comme de l'acier. « Un coup audacieux de venir avec mademoiselle Castro ce soir. Et Elena ?» Le sourire de Javier ne faiblit pas. « Mon épouse se sent un peu indisposée. Elle envoie ses excuses. Elle a insisté pour que je vienne représenter l'entreprise et que j'amène avec moi ma cadre la plus prometteuse. Elena soutient toujours les nouveaux talents. Ce fut un mensonge magistral, prononcé avec une confiance si naturelle qu'il était presque crédible. Ariadna lui serra le bras, les yeux brillants d'adoration.
Il était puissant, charmant et en plein contrôle. L'hôte de la soirée, le directeur du musée, frappa sur un verre pour demander l'attention. « Mesdames et messieurs, si vous permettez un moment de votre attention, dans quelques instants, nous entendrons l'homme dont l'incroyable générosité a rendu cette soirée possible. C'est un leader visionnaire, un pilier de notre communauté et un véritable titan de l'industrie. S'il vous plaît, réservez un accueil chaleureux au PDG de Vargas & Soler Corporation, Monsieur Javier Soler. » Une vague d'applaudissements parcourut la salle. C'était le moment culminant de sa carrière. Javier ajusta son nœud papillon, donna à Ariadna un rapide baiser triomphal et commença à se diriger vers l'estrade située au pied de l'escalier. Il sentit 1000 paires d'yeux sur lui. Il se sentit comme un dieu montant sur l'Olympe. Il était si aveuglé par les projecteurs, si assourdi par les applaudissements, qu'il ne remarqua pas l'inspiration soudaine et collective de la foule près de l'entrée principale. Il ne vit pas que les murmures passaient de la spéculation au silence stupéfait. Il ne vit pas que la mer de visages s'ouvrait alors que 2 figures se frayaient un chemin parmi la foule. Il n'était qu'à 2 pas de l'estrade, son discours de victoire déjà sur les lèvres. Quand les grandes portes en chêne, à l'extrémité de la salle, s'ouvrirent complètement, un silence s'abattit sur tout le gala. Le silence dans le grand hall était une chose physique, une lourde couverture étouffant tout son. Le tintement des verres, le murmure des conversations, les douces mélodies du quatuor à cordes. Tout s'évanouit, absorbé par un vide de choc collectif. Toutes les têtes se tournèrent vers la grande entrée, où 2 silhouettes se tenaient, découpées contre les lumières brillantes du vestibule. À mesure qu'elles avançaient vers la lueur chaude de la salle, les halètements commencèrent. Ils furent silencieux au début, petites ondulations d'incrédulité, mais devinrent rapidement un tsunami de murmures stupéfaits traversant la foule. C'était Helena, mais ce n'était pas l'Helena que personne ne connaissait. L'épouse mondaine discrète et vêtue de façon conservatrice, qui s'effaçait à l'arrière-plan, avait disparu. À sa place se tenait une reine. Elle portait une robe en soie carmin qui semblait boire la lumière, une déclaration brute et royale contre la mer de smokings noirs et de robes pastel. Les diamants Vargas brillaient à sa gorge, non comme de simples ornements, mais comme une armure. Sa posture était droite, ses épaules en arrière, son menton haut, son visage, que Javier avait si souvent qualifié d'agréablement simple, était transformé par un regard de froide et inébranlable résolution. Elle était incandescente d'une furie si pure qu'elle en était belle. Mais ce n'était pas seulement la transformation d'Helena qui avait coupé le souffle de la haute société madrilène. C'était l'homme dont elle tenait le bras. Il était plus âgé, avec une crinière de cheveux argentés et un visage marqué par les lignes d'une vie vécue dans les plus hauts niveaux du pouvoir. Il se déplaçait avec une autorité tranquille qui n'avait besoin d'aucune annonce. Il portait un smoking simple et parfaitement ajusté, mais il aurait tout aussi bien pu porter des robes de couronnement. C'était un mythe, une légende, un fantôme de l'âge d'or de la finance espagnole. C'était Don Antonio Vargas. Pendant une décennie, il avait été un reclus, un nom prononcé sur un ton respectueux et révérencieux. La plupart des jeunes dans la salle ne l'avaient jamais vu en personne. Mais l'ancienne génération, les vrais brokers du pouvoir, le reconnut instantanément. C'étaient eux qui avaient été témoins de son génie, qui avaient craint son implacabilité et qui avaient respecté son absolue intégrité. Sa présence ici ce soir était l'équivalent d'un roi revenant d'exil. Javier resta figé à mi-chemin de l'estrade,
son esprit ne pouvait simplement pas traiter ce que ses yeux voyaient. Elena ici, avec cette allure et avec son père. C'était impossible. Antonio ne venait jamais en ville. Il détestait ces événements. Et Elena? Elle était censée être à la maison, lisant un livre, heureusement ignorante. Ariadna, sentant le changement d'atmosphère, resserra sa prise sur le bras de Javier. « Qui est-ce que? » chuchota-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. « Pourquoi tout le monde regarde? » Javier ne put répondre. Il avait la bouche sèche, son cœur battant à un rythme frénétique contre ses côtes. Il vit Béatrice Fajardo, la chroniqueuse. Ses yeux étaient grands ouverts, un sourire de louve s'étendant sur son visage. Elle flairait l'histoire mondaine la plus importante de la décennie. Elena et Antonio se déplacèrent dans la foule avec une lenteur royale. Ils ne regardèrent personne. Leurs yeux étaient fixés sur un objectif. Javier, chaque pas qu'il faisait était un jugement. Chaque mètre qu'il franchissait était un autre clou dans son cercueil. La foule, sentant une confrontation de proportions épiques, recula instinctivement, créant un chemin large et dégagé entre l'entrée et l'estrade, comme un chemin vers l'exécution. En s'approchant, Javier put voir les yeux d'Elena. Le bleu chaud et pardonneur qu'il connaissait avait disparu. À sa place se trouvait une glace glaciale, un vide effrayant qui ne promettait aucune pitié. La femme placide et complaisante qu'il avait épousée n'était plus là. À sa place se trouvait une étrangère, une Vargas, et elle le regardait non pas avec la douleur d'une épouse trahie, mais avec le froid mépris d'un PDG observant un actif peu performant sur le point d'être liquidé. Le regard d'Antonio était encore plus terrifiant. C'était le regard d'un créateur inspectant une création défectueuse juste avant de la briser. Il n'y avait ni colère, ni passion, seulement une déception profonde et tranquille, ce qui était, d'une certaine manière, infiniment pire. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de Javier et Ariadna. Le silence s'étira, devenant insupportable. Toute l'élite sociale et financière de Madrid retenait son souffle en attendant. Finalement, Antonio parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids de son héritage, tranchant le silence et atteignant chaque recoin du vaste salon. Il ne regarda pas Javier. Il regarda au-delà de lui, vers le directeur du musée, qui se tenait toujours stupéfait sur l'estrade. « Je crois, » dit Antonio Vargas, sa voix aussi froide et claire qu'un matin d'hiver, qu'il y a eu une erreur dans le programme de la soirée. Monsieur Soler ne parlera pas ce soir. Le sang de Javier se changea en eau glacée dans ses veines. Les paroles d'Antonio Vargas, prononcées avec un tel calme, n'étaient pas une demande. C'était un décret. Le monde bascula sur son axe, le brillant salon de bal semblant se déformer et se plier autour de lui. Il trouva enfin sa voix, un croassement étouffé et incrédule. « Antonio, Elena, que signifie tout cela? Que faites-vous ici? » Il força un rire, un son creux et désespéré, essayant de présenter cela comme une étrange blague familiale. Mon beau-père, mesdames et messieurs, a toujours aimé les entrées dramatiques. Personne ne rit, personne ne sourit même. Ils étaient les témoins d'une exécution publique et ils étaient hypnotisés. Antonio fit un pas délibéré en avant. Il s'adressa à la foule, sa voix résonnant désormais avec une autorité que Javier ne pourrait qu'imiter. « Bonsoir. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom est Antonio Vargas. J'ai fondé l'entreprise qui a généreusement parrainé ce merveilleux événement ce soir. Je suis à la retraite depuis 10 ans, content de laisser la gestion du travail de ma vie entre ce que je croyais être des mains capables. »
Ses yeux se posèrent un temps fin sur Javier, et la température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Je me suis rendu compte, continua Antonio, que ma confiance a été mal placée. Vargas & Soler Corporation a été bâtie sur une base d'intégrité, de stabilité et de responsabilité fiduciaire. Récemment, sous la direction de M. Soler, l'entreprise s'est engagée dans une série d'acquisitions téméraires et fortement hypothéquées qui ont mis en péril toute l'entreprise. Il l'a fait sans l'approbation totale et transparente du Conseil et, plus important encore, sans l'approbation de l'actionnaire majoritaire. Un halètement collectif parcourut la salle. Actionnaire majoritaire? Tous pensaient que Javier était celui qui commandait. Le visage de Javier devint blanc. « Un instant !» bafouilla-t-il, faisant un pas vers Antonio. « C'est une information privilégiée de l'entreprise. Ce n'est ni le moment, ni le lieu. C'est précisément le moment et le lieu. » coupa la voix d'Elena, aiguë et claire comme du cristal brisé. C'était la première fois qu'elle parlait, et le son de sa voix, si plein de commandements, plongea Javier dans le silence. Elle glissa au-delà de son père pour se tenir directement face à Javier et Ariadna. Elle regarda Ariadna, ses yeux parcourant le choc bon marché de la robe rouge et l'ambition désespérée sur le visage de la jeune femme. Il n'y avait aucune jalousie dans son regard, seulement une sorte de pitié lassée. « Mademoiselle Castro, » dit Elena, sa voix dangereusement douce. « Vous êtes l'étoile montante, je présume, la brillante protégée. » Elle laissa les mots suspendus dans l'air, dégoulinant de sarcasme. « Vous avez lié votre char à un homme qui vous a promis un royaume. Je sens qu'il est de mon devoir de vous informer que vous avez voyagé avec un bouffon de la cour, à qui on a simplement permis de s'asseoir sur le trône pendant un temps. » Ariadna pâlit, son sourire triomphal se dissolvant en un masque d'horreur et de confusion. Elle regarda Javier, ses yeux le suppliant silencieusement de régler cela, de réaffirmer le pouvoir qu'elle avait trouvé si enivrant. Mais Javier était muet, agité. Elena tourna toute son attention vers son mari. « Tu pensais que j'étais idiote, Javier? Tu pensais que j'étais contente de vivre dans ton ombre, ignorante, pendant que tu jouais avec l'argent de ma famille et que tu couchais avec tes subordonnés? Tu as confondu ma patience avec de la faiblesse. Tu as confondu mon silence avec de l'ignorance. » Elle fit un pas de plus, sa voix descendant à un murmure complice qui était pourtant audible pour tous dans le salon silencieux. « Permettez-moi d'être très clair. Vous êtes le PDG. Un employé. Je suis l'actionnaire majoritaire, la propriétaire. La fiducie familiale Vargas, dont je suis l'unique fiduciaire, contrôle 51% de cette entreprise. Votre règne est terminé. » Depuis le bord de la foule, un homme en costume sombre fit un pas en avant. C'était Marcos Toro, l'avocat de la famille Vargas. Il remit un dossier au chef de la sécurité du musée, qui s'approcha ensuite de Javier. « Monsieur Soler, » dit le chef de la sécurité, sa voix formelle et dénuée de sympathie. « Il vous est remis une ordonnance judiciaire vous interdisant d'entrer dans toute propriété de Vargas & Soler avec effet immédiat. Demain à 9 heures, il y aura une réunion d'urgence du Conseil pour voter votre licenciement pour motif grave. » Javier fixa les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue morte. Son empire, son identité, son monde entier avaient été démantelés en moins de 5 minutes, devant tous ceux qui comptaient. Son visage, qui avait été un masque de confiance arrogante, s'effondra. Il regarda autour de lui sauvagement, cherchant un allié, un visage amical, mais tout ce qu'il vit fut un mélange de pitié, de curiosité morbide et d'une schadenfreude à peine voilée. Il se tourna vers Elena,
les yeux suppliants. « Elena, s'il te plaît, nous pouvons en parler à la maison. Ne fais pas ça. » Elena le regarda, et pour la première fois, un éclair d'émotion traversa son visage. Ce n'était pas de l'amour, ni même de la haine. C'était une indifférence profonde et finale. « Il n'y a plus de maison, Javier, » dit-elle. « Et mon nom est Elena Vargas. » Elle lui tourna le dos. Antonio prit le micro du podium sur l'estrade. « Mes excuses pour l'interruption, » annonça-t-il à l'audience stupéfaite. « S'il vous plaît, profitez du reste de votre soirée. Vargas & Solar Corporation est désormais sous une nouvelle gestion, une gestion stable. Et j'ai le plaisir d'annoncer que le Conseil votera pour nommer sa nouvelle présidente intérimaire demain matin. Ma fille, Elena Vargas. La finalité était absolue. Javier Soler n'était plus seulement un mari infidèle. Il était une note de bas de page, publiquement déshonorée et sans emploi. Son regard tomba sur Ariadna, qui s'éloignait déjà, se désengageant de lui comme s'il était radioactif. Son rêve s'était transformé en cauchemar. Elle s'était liée à une étoile filante et était sur le point d'être écrasée par l'impact. Sans dire un mot, elle se retourna et s'enfuit, disparaissant dans la foule choquée, sa robe rouge étant un pathétique dernier éclair de ses ambitions déchues. Javier resta seul, baigné par le projecteur qu'il avait tant désiré, complètement et absolument brisé. Chapitre 3. L'héritage réclamé. Le chaos qui éclata après l'annonce d'Antonio Vargas fut immédiat et écrasant. Le gala, autrefois bastion de décorum, sombra dans un bourdonnement frénétique de commérages. Les téléphones mobiles surgirent, les pouces volèrent sur les écrans, tandis que l'élite de la ville se précipitait pour être la première à annoncer la nouvelle de l'implosion sociale et corporative la plus spectaculaire d'une génération. Javier resta figé un instant de plus, statue de ruine au centre de la tempête. Puis le chef de la sécurité lui toucha le coude. « Monsieur, je dois vous demander de partir. » Le toucher, bien que doux, était ferme. Il rompit le charme. Le visage de Javier se contracta en une masque de pure rage et d'humiliation. Il regarda le dos d'Elena, alors qu'elle se tenait tranquillement à côté de son père, acceptant des félicitations discrètes de quelques vieux amis de la famille qui se précipitaient maintenant à ses côtés. Il ouvrit la bouche pour crier, pour maudire, pour nier, mais aucun mot ne sortit. Il était un roi sans royaume, une voix sans pouvoir. Flanqué de 2 gardes de sécurité, il fut escorté vers une porte latérale. Non pas comme un titan de l'industrie, mais comme un intrus. Elena ne le vit pas partir. Son passé était balayé avec les ordures. Son attention était tournée vers l'avenir. Le reste de la nuit fut un flou de poignées de main, de murmures de soutien et de regards de respect nouvellement acquis. Des personnes qui l'avaient à peine reconnu pendant une décennie réclamaient maintenant son attention. Elle n'était plus l'épouse silencieuse de Javier. Elle était le pouvoir dans la salle, le nouveau soleil autour duquel tous gravitaient soudainement. Le lendemain matin, la nouvelle était partout. Cinco Días publia le titre « Vargas revient. L'héritière expulse le PDG Soler lors d'un coup d'État dramatique. » La colonne de Béatrice Fajardo fut encore plus directe. Gala des damnés. Le règne de Soler se termine dans l'humiliation publique. Les articles détaillaient la liaison de Javier, ses affaires imprudentes et la révélation stupéfiante de la véritable position d'Elena. La réunion du conseil de 9 heures fut une formalité. Les membres du conseil, qui avaient été intimidés par le style agressif de Javier, s'alignèrent immédiatement sous le regard d'acier de Don Antonio Vargas
qui assistait par vidéoconférence. Le vote pour licencier Javier fut unanime. Le vote pour installer Elena Vargas comme présidente intérimaire fut également unanime. Quand la réunion se termina, Elena marcha dans le couloir vers le bureau d'angle. La grande et ostentatoire plaque de laiton sur la porte indiquait toujours « Javier Soler, conseiller délégué ». Elle passa ses doigts sur les lettres, puis regarda le chef de l'entretien du bâtiment qui attendait avec une boîte à outils. « S'il vous plaît, retirez ceci », dit-elle calmement. Immédiatement, elle ouvrit les portes et entra. Le bureau était, comme le reste de la vie de Javier, un monument à son propre ego. Un bureau massif et imposant dominait l'espace. Les murs étaient couverts de photos de lui serrant la main de politiciens, souriant sur des voiliers et acceptant des prix. Son odeur, cette colonie arrogante et chère, flottait encore dans l'air. Pendant un instant, elle ressentit un pincement. Pas de tristesse, mais un étrange sentiment de perte pour la femme qu'elle avait été. La jeune femme naïve qui avait cru aux contes de fées, qui avait aimé un homme qui n'avait jamais réellement existé. Elle avait été faible, confiante et complaisante. Cette femme était morte hier soir. Elena marcha vers les baies vitrées du sol au plafond, la même vue qu'elle avait depuis la prison de son penthouse. Mais d'ici, c'était différent. Ce n'était pas une cage dorée. C'était un royaume. Son royaume. Elle regarda les rues animées de Madrid, les artères du commerce et du pouvoir, et ne ressentit ni peur ni insuffisance, mais une vague de but profond et vigoureux. Elle passa le reste de la journée dans un tourbillon de réunions avec des avocats, des chefs de département et des comptables. Elle fut décisive, intelligente et complètement aux commandes. Les années qu'elle avait passées à lire tranquillement, à observer et à apprendre les choses mêmes dont Javier s'était moqué, l'avaient préparée à ce moment. Elle absorba des données financières complexes, posa des questions perspicaces et présenta un plan clair et concis pour stabiliser l'entreprise et réparer les dommages causés par Javier. Le personnel, qui avait vécu dans la peur du tempérament volatile de Javier, la regardait avec un mélange d'admiration et de soulagement. En fin d'après-midi, son assistante la prévint. « Madame, c'est M. Soler sur votre ligne privée. Il a appelé à plusieurs reprises. Je lui ai dit que vous n'étiez pas disponible. » Elena leva une main. « C'est bon, Maria, passe-le-moi. » Elle se renversa dans son nouveau fauteuil en cuir, un fauteuil qui lui allait parfaitement, et prit le combiné. « Que veux-tu, Javier ?» demanda-t-elle, son ton plat. Sa voix arriva à travers la ligne, un son rauque et désespéré qu'elle reconnut à peine. « Elena, merci mon Dieu. Elena, tu ne peux pas faire ça. Nous devons parler. C'est de la folie. » « Il n'y a rien à dire, » répondit-elle calmement. « Le Conseil a voté. L'ordonnance judiciaire est en vigueur. C'est fini. » « C'est fini? 10 ans de mariage finis comme ça? Pour une erreur? » supplia-t-il, la voix se brisant. « Tu détruis ma vie, notre vie, pour un moment de faiblesse. » Elena faillit les rire. Un moment. Ce furent 5 moments. 1000 mensonges. Notre vie était une fiction que tu as écrite, Javier, et ton erreur n'était pas la liaison. Ton erreur fut de croire que j'étais idiote. Ton erreur fut de jouer avec l'entreprise de mon père. Ce n'est pas une décision émotionnelle. C'est une décision d'affaires. Des affaires, cracha-t-il, la désespoir se changeant en son vieux venin familier. Tu ne connais rien aux affaires. Tu es une bibliothécaire dans une robe de soirée. Tu couleras Vargas and Soler en 6 mois. Voilà la condescendance moqueuse avec laquelle elle avait vécu pendant une décennie. Mais maintenant, cela n'avait plus de pouvoir sur elle.
C'était le grognement impuissant d'un animal en cage. C'est un risque que l'actionnaire majoritaire est prêt à prendre, dit sa voix aussi froide que l'acier. Adieu, Monsieur Soler. Ne me contactez plus. Toute communication future se fera par l'intermédiaire de nos avocats respectifs. Je crois que vous êtes en train d'en chercher un. Elle raccrocha le téléphone avant qu'il ne puisse répondre. Le clic du combiné. Une fin définitive et finale. Elle ne ressentit aucune peine. Elle ne ressentit aucune colère. Elle ressentit un calme profond et paisible. Le bruit de fond gênant de l'ego de Javier, qui avait dominé sa vie pendant si longtemps, avait enfin disparu. Elle se leva et marcha vers la vaste fenêtre, regardant la ville. C'était désormais sa ville. L'Empire était à elle pour commander. Les cendres de sa vie passée, de son mariage, étaient derrière elle. À partir d'elle, elle construirait quelque chose de plus fort, quelque chose de plus honnête, quelque chose qui était complètement sien. Elle n'était plus une épouse, un accessoire ou un secret. Elle était Elena Vargas, et elle ne faisait que commencer. Conclusion. Significative et appel à l'action. L'histoire d'Elena est un rappel puissant. Que la personne la plus silencieuse dans la vie est souvent la plus formidable. Elle a enduré la trahison, non pas avec des larmes, mais avec stratégie, transformant sa douleur la plus profonde en sa plus grande source de pouvoir. Elle ne s'est pas seulement vengée. Elle a tout obtenu. En réclamant l'héritage de sa famille, elle a récupéré sa propre vie, prouvant que la valeur d'une personne n'est jamais déterminée par celui qui est à ses côtés, mais par la force avec laquelle elle se tient debout par elle-même. C'est un témoignage du fait qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme qui a finalement décidé de se battre pour elle-même. Et vous, qu'avez-vous pensé de la chute épique de Javier et de l'ascension triomphale d'Elena? Faites-nous part de votre moment préféré de sa vengeance dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire d'autonomisation et de justice, s'il vous plaît, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime », « Likez » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'inspiration. Abonnez-vous pour plus d'histoires inoubliables. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une seule histoire d'une reine qui réclame son trône.